Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc, je voudrais poursuivre le cours de la semaine dernière sur la question de la polysémie, avant d'aborder le point suivant sur les métaphores conceptuelles. Je voudrais en effet essayer aujourd'hui d'examiner avec vous d'une manière un peu plus spécifique en quoi la polysémie est prise en charge d'une manière particulière par les linguistiques cognitives. Alors vous vous souvenez, j'avais mis dans le plan plus polysémie à côté de la catégorisation, mais je l'avais mis entre parenthèses avec cette idée que, a priori, la polysémie n'est pas un concept spécifique des linguistiques cognitives. Hein, on le verra, je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur l'histoire de ce mot. En revanche, les notions de catégorisation, de métaphores conceptuelles, d'espaces mentaux n'appartenaient pas du tout à l'analyse linguistique avant les linguistiques cognitives. Donc, à la différence de donc ces concepts comme intégration conceptuelle, espaces mentaux, catégorisation, etc., eh bien, la polysémie n'est pas un concept qui a été entièrement créé dans le cadre des linguistiques cognitives. C'est un concept qui n'est pas du tout marqué au départ théoriquement par cette école linguistique, par ce courant linguistique, comme d'ailleurs le terme d'analogie qu'on verra plus tard. Mais en revanche, il y a peut-être une approche particulière de la question de la polysémie par les linguistiques cognitives, et c'est cela que je voudrais un peu examiner avec vous aujourd'hui. Alors, je rappelle tout de même le point où nous nous étions arrêtés. J'avais exposé avec vous la semaine dernière 4 caractéristiques majeures de la polysémie. Euh, les deux premières sont les choses les plus connues, les plus évidentes, hein. D'abord, pour qu'on puisse parler de polysémie, il faut qu'il y ait deux sens différents pour un seul et même mot, donc une seule et même unité lexicale. Et puis, par ailleurs, il faut que ces deux sens aient une relation, hein, qu'ils soient reliés entre eux, parce que si un mot a deux sens différents, mais que les sens sont sans aucun rapport entre eux, on a affaire à de l'homonymie. Hein. On avait vu d'ailleurs l'exemple de la différence entre avocat, qui signifie homme de loi ou bien un fruit, et puis le mot bouton qui peut signifier par exemple un bouton de fleur ou un bouton au sens dermatologique, un bouton sur la peau. Eh bien, dans le premier cas, celui de l'avocat, on a bien pour le mot avocat deux sens différents, mais qui n'ont pas du tout la même signification, et pour lesquels ces deux significations n'ont aucun rapport entre elles. Entre le fruit et l'homme de loi, il n'y a absolument aucun rapport. Donc, on pourrait contester l'idée qu'on a une seule et même unité lexicale. Dans ce cas-là, on a deux unités lexicales différentes. Quand on dit, entre parenthèses, là, dans le premier point, deux sens différents pour un même mot, on veut dire en réalité pour un même signifiant, hein, pour un même signifiant. Et puis, la question de savoir si ces sens sont reliés entre eux, c'est une caractérisation qui semble comme ça, à première vue, assez évidente pour distinguer homonymie de polysémie, hein, puisque dans le cas de la polysémie, comme bouton, eh bien, on voit qu'il y a un lien d'analogie entre le bouton dermatologique et le bouton de fleur. C'est une petite boule à chaque fois. Bon. Mais la question de ce lien entre les sens est quand même problématique. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin des deux autres conditions qu'on avait vues donc la semaine dernière à partir d'un article enfin quand je dis la semaine dernière, non c'était la semaine avant puisque c'était le dernier cours, c'était avant les vacances, hein, pardon. Donc les deux autres propriétés qui sont la non-unifiabilité et la robustesse. Donc d'une part, il faut que les deux sens soient réellement disjoints. C'est-à-dire, vous voyez, quand on dit deux sens différents, il n'y a pas de polysémie si les deux sens ne sont pas différents. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement différent? Est-ce que on avait pris l'exemple de enfant qui peut signifier
un garçon ou une fille. Un enfant, quand on dit un enfant, on ne précise pas si c'est un enfant garçon ou un enfant fille. Donc on pourrait dire que le mot enfant a deux sens. Ça peut être un enfant mâle ou un enfant femelle. Bon, est-ce que c'est de la polysémie, ça? Eh bien non, parce que pour Kléber, en tout cas, et de ce point de vue, je peux partager, enfin, pour ce point, je partage son point de vue, puisque en réalité, il y a un concept général d'enfant, on peut unifier ces deux sens, enfant-garçon, enfant-fille, dans les deux cas, il s'agit d'enfants. Il y a une seule et même catégorie qui regroupe ces deux sous-catégories, enfant-garçon, enfant-fille. Et si j'ai une catégorie qui peut regrouper les deux autres, eh bien, je n'ai pas une différence assez grande. Alors que si je prends l'exemple de boutons dermatologiques et de boutons de fleurs, par exemple, eh bien, on voit bien que ces deux catégories, ces deux notions, le bouton de fleurs et le bouton dermatologique, ne peuvent pas appartenir à une seule et même catégorie plus générale qui inclurait les deux. Il y a donc un même mot, mais pour deux catégories qui sont complètement disjointes. Donc ça, c'est pour commenter, si vous voulez, cette notion de différence. Il faut deux sens différents. Il faut d'abord de la différence. Et bien ensuite, la quatrième propriété, donc, qui est la condition de robustesse, il faut que les sens soient vraiment liés à l'unité lexicale elle-même et qu'ils ne viennent pas d'ailleurs. Et on avait vu que les cas de figement, par exemple, ou les cas d'opérations contextuelles de type métonymique, comme l'omelette est partie sans payer, etc., n'entraient pas dans la catégorie de la polysémie, même si, lorsque je dis l'omelette est partie sans payer, vous vous souvenez de cet exemple, c'était pour désigner le client d'un restaurant qui est parti sans payer et qui a mangé une omelette. Et c'est ma seule façon de le désigner parce que je ne connais pas son nom. Donc je l'appelle l'omelette. L'omelette est partie sans payer. Bon. Le fait que omelette puisse désigner non pas une préparation à base d'œufs, mais une personne, ben, on pourrait dire, voilà, le mot omelette a deux sens différents. Donc c'est de la polysémie. Eh bien non, ça n'est pas de la polysémie, parce que omelette a un seul sens, qui est celui de préparation à base d'œufs, à ce sens de base. Le fait qu'on puisse, par métonymie, désigner une personne par le plat qu'elle a mangé dans un restaurant, vient du contexte, vient d'une propriété générale qui n'a rien à voir avec les propriétés, finalement, du lexique. C'est plus une propriété du discours, etc. Bon, même chose pour le figement. Le figement joue un rôle qui est le sien, mais lorsqu'une unité lexicale entre dans une séquence figée, et donc devient une partie d'une unité polylexicale, on ne peut plus la compter comme, comme une unité lexicale par elle-même. Elle devient juste un morceau d'une unité lexicale plus grande qui est l'unité polylexicale. On avait vu par exemple que très difficile de rendre compte de pourquoi il faudrait mettre dans la polysémie de arbre le sens que arbre a pour désigner la pièce de mécanique arbre à cam. Bon, donc voilà, ces deux propriétés de robustesse et donc de non-unifiabilité permettent de préciser un petit peu cette notion de lien de sens et cette notion de différence de sens qui sont les deux critères de base de la polysémie pour au moins la distinguer de l'homonymie. Alors je vous avais, je le rappelle au passage, exposé une autre conception de la polysémie qui est fondée non pas sur un sens de base, parce que dans l'analyse de Kléber ou dans celle que je vous propose, ce qui est l'analyse, si vous voulez, de la sémantique référentielle, on a un sens de base quand même, et puis des sens dérivés. Mais d'autres linguistes refusent cette espèce de hiérarchie entre sens de base et sens dérivé pour mettre tous les sens sur le même plan. Il n'y a pas un sens qui est à la base des autres. Tous les sens sont sur le même plan et on essaye de trouver une espèce de sens très abstrait, très très général, qui va couvrir tous les sens disponibles qui vont émerger en discours selon les emplois. Bon, c'est une autre approche théorique que je ne vais pas développer, bien sûr, mais je la mentionne pour que vous la connaissiez. Alors, je vous avais aussi parlé, et je vous invite de nouveau, si vous ne l'avez pas fait, à visionner ce cours de Martin
Hilpert sur la polysémie. D'ailleurs, tout son cours d'introduction à la linguistique est très bien, hein, vraiment très bien fait. Il n'aborde pas tout à fait les mêmes choses que celles que nous voyons nous, et il traite les choses un peu différemment, mais bon, quand on parle de la même chose, on en parle de la même façon. Simplement, je voudrais quand même mentionner quelques passages du cours qu'il propose qui sont intéressants à titre de complément par rapport à ce qu'on a vu, nous. Alors, vous voyez que la présentation qu'il fait ici de la polysémie situe la polysémie entre deux choses qu'il appelle l'ambiguïté et le vague. Alors, ce qu'il appelle ambiguïté, c'est tout bêtement ce qu'on appelle l'homonymie, hein. Bon, on peut parler d'ambiguïté si on veut, mais le terme, quand même, le terme consacré en linguistique pour désigner ce genre de choses, c'est l'homonymie. Par exemple, bat, hein, qui veut dire à la fois une chauve-souris ou bien une batte de baseball. Donc, il n'y a absolument aucun lien entre les deux significations. Donc, vous voyez, on a cette caractérisation, deux sens différents et des significations sans aucun rapport. Donc, c'est typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure comme rappel au sujet de l'homonymie, hein. La polysémie, bon, on a une forme et deux sens qui sont reliés. Vous voyez, c'est les petits pointillés là qui indiquent qu'on a related meanings, donc des sens reliés. Mais cette fois-ci, on a un seul mot, un seul et même mot qui a deux sens reliés. Alors que là, finalement, le fait qu'il y ait une disjonction totale entre les deux significations indique qu'on aurait un seul mot. Et puis, il y a un autre cas qu'il appelle le vague, hein, vagueness, et qui correspond à l'exemple qu'on a vu de enfant. L'exemple de enfant, mais reporter, c'est exactement la même chose parce que ça peut être reporter homme ou femme. Là, la question de la différence se pose, hein, puisqu'il dit ici highly similar meanings, c'est-à-dire les significations sont extrêmement proches, hein. Comme on a vu tout à l'heure, enfant-garçon, enfant-fille, c'est extrêmement proche, et c'est tellement proche que c'est dans la même catégorie, et ce sont deux sous-catégories de la catégorie enfant. Du coup, il n'y a pas la propriété de robustesse, et donc on met ça à part, hein, ça n'est pas de la polysémie. Mais là, comme il présente les choses, on a l'impression que ça n'est pas non plus de la polysémie, hein, que c'est autre chose. Alors, Martin Hilpert est lui-même un représentant de la linguistique cognitive, et voici comment il présente la façon dont la linguistique cognitive, la façon un peu spécifique dont la linguistique cognitive aborde la question de la polysémie. Ce qu'il va dire, c'est qu'il va introduire une notion de continuum, hein, une notion de continuum, là où une linguistique plus classique mettrait simplement une séparation entre des phénomènes différents. Donc un continuum entre différents degrés de proximité entre les significations des deux termes. Vous voyez, on a donc, entre les significations, les deux significations du même mot, hein. Donc on a A et B là qui indiquent des significations, et vous voyez, plus on va vers la droite, plus les deux significations sont proches. D'accord ? Alors, le premier exemple qu'il donne, c'est celui de sommet, un sommet au sens le sommet de la montagne, et puis un sommet au sens d'une réunion politique, hein. Bon, là, il estime que les deux sens sont très distincts, très éloignés l'un de l'autre. Ensuite, il donne un deuxième exemple, où on a toujours une même forme, deux sens différents, mais des significations clairement reliées à travers une signification commune, hein. Donc l'exemple qu'il donne, c'est string, qui peut être une corde, mais aussi une corde de guitare, hein. Alors que là, on avait weakly related through a common meaning, donc faiblement relié à travers une signification commune, mais là, clairement relié à travers une signification commune. Troisième degré de proximité, eh bien, very similar meaning, cette fois-ci, donc des significations très similaires qui sont de toute évidence reliées. Alors, par exemple, c'est wing,
donc l'aile, au sens de la partie de l'oiseau, l'aile de l'oiseau et l'aile de l'avion. Bon, et ensuite, on a le cas où on a des significations qui sont presque indistinguables, hein, et c'est l'exemple de grandmother, qui peut être la mère du père ou la mère de la mère. Bien. Et ce serait la même chose avec l'exemple de enfant ou de reporter précédemment. Alors, évidemment, dans ce deuxième cas, on vient de le voir, dans ces deux derniers cas-là, on franchit un seuil qui nous fait passer de la polysémie à l'absence à quelque chose qui n'est plus de la polysémie. Donc, la question se pose ici. Bon, là, je ne vais pas y répondre parce que c'est une question technique et qui, de toute façon, n'est pas résolue définitivement et n'est peut-être pas soluble définitivement, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question se pose de la rupture de continuité à un moment donné et donc des frontières externes de la polysémie. Parce que, vous voyez, dans soit on dit qu'il y a un continuum entre donc un mot comme bouton qui va être polysémique et un mot comme enfant qui va relever de ce que Hilpert ici appelle le vague. Soit donc il y a quelque chose de continu comme ce qu'indique ce schéma, soit on considère que c'est un autre phénomène. C'est-à-dire que la relation de sens qu'il y a entre enfant, je veux dire, les propriétés sémantiques, le fait que le mot enfant puisse désigner aussi bien un enfant garçon qu'un enfant fille, cette particularité sémantique gagne peut-être, au plan théorique, à être complètement distinguée, séparée du phénomène polysémique lui-même. Bon, par ailleurs, il faudrait quand même essayer de savoir, parce que là, les exemples, pourquoi pas que la corde de guitare, vous voyez les exemples qu'il donne là de la corde de guitare ou de l'aile de l'oiseau, qu'est-ce qui prouve pourquoi j'aurais une plus grande proximité des deux sens entre aile de l'oiseau et aile de l'avion qu'entre une corde pour attacher quelque chose et une corde de guitare. Bon, alors peut-être que l'argument peut être de dire que l'aile dans les deux cas, a la même fonction, ça aide à voler. Hein. Alors que la corde pour attacher quelque chose ou pour grimper une ficelle, par exemple, et une corde de guitare, ça n'a pas la même fonctionnalité. Donc peut-être que le trait de fonctionnalité peut jouer un rôle. Mais si on veut accorder toute son importance à cette hypothèse tout à fait intéressante d'un continuum au sein de la polysémie, en laissant de côté le fait que à partir d'un certain seuil, ça n'est plus de la polysémie. Donc là, je parle plutôt des trois cas qui sont à gauche du trait rouge. Là. Donc, comment trouver des critères pour distinguer ces degrés de proximité? Alors, donc oui, je rappelle le schéma que je vous avais donné la semaine dernière, qui montre bien le rôle de la disjonction, c'est-à-dire que, je veux dire qu'il y a un continuum dans la polysémie parce que effectivement l'intersection qui est indiquée ici entre S1, entre SC1, entre le premier signifié et le deuxième signifié, l'intersection, elle peut être plus ou moins grande, hein, mais à un moment donné, il n'y a plus d'intersection du tout. Et là, c'est un autre phénomène. Ou alors, il y a une fusion totale, et là aussi, c'est un autre phénomène. Bon. Alors, voici une solution possible en termes de mesures d'arbitraire, si vous voulez, que vous pourrez retrouver dans un de mes livres qui s'appelle « Le sens du signifiant ». Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'aller voir ça forcément, hein, c'est simplement parce que c'est directement en relation avec ce dont on parle ici. Vous voyez ici, ce schéma, il indique comment on passe de la situation de monosémie, donc on a les petits carrés indiquent les signifiants et les ronds indiquent les signifiés. Donc on a ici un signifiant pour un signifié. Alors, on examine quels sont les différents degrés
hein, de proximité entre les signifiés. Vous voyez, ici, les signifiés, il y en a un qui est inclus dans l'autre. Là, ils sont très, très proches. Là, ils s'éloignent un peu plus. Et à chaque fois, bon, le schéma ne le montre pas peut-être assez clairement, mais à chaque fois, il y a un éloignement un peu plus grand. Et là, on peut donner des critères, vous voyez, que j'ai donnés au-dessus, qui indiquent qui indiquent pourquoi les signifiés peuvent être perçus comme plus ou moins éloignés l'un de l'autre. Donc, dans le cas de la restriction de sens et extension de sens, qui serait la situation de polysémie comment dire, où on a la plus grande proximité entre les deux signifiés. Hein. Eh bien, c'est une grande proximité parce qu'en réalité, c'est une inclusion. C'est l'exemple, vous vous souvenez, de homme qui peut, c'est l'exemple que j'avais donné, un homme qui peut signifier être humain, ou bien homme qui peut signifier être humain, mâle, adulte. Hein. Bon, donc ça, c'est pour la restriction de sens. Mais l'extension de sens, ça marche exactement de la même façon. L'exemple de l'extension de sens que j'avais donné, c'était minute, qui au départ signifie un court espace de temps et pourrait signifier également, qui au départ signifie 60 secondes, pardon, et qui par extension de sens peut signifier un court espace de temps. Bon, est-ce que dans ce cas-là, on a une catégorie générale? Est-ce que la propriété de robustesse est respectée? Je pense que oui, mais bon, ce sera un petit peu long de l'argumenter, mais simplement, vous voyez que le sens de minute au sens de court espace de temps et le sens de minute au sens de 60 secondes, il y a une relation d'inclusion. Hein. Je veux dire que le court espace de temps inclut l'idée de 60 secondes. 60 secondes est un court espace de temps. Donc il y a une relation d'inclusion entre les deux qui est la marque d'une grande proximité. Cette relation d'inclusion, c'est là où on pourrait discuter sur la question de la robustesse. Est-ce qu'elle indique qu'il y a une catégorie commune ou pas? Bon, je ne veux pas entrer dans ce détail là pour l'instant. Alors ensuite, vous avez la polysémie étroite, la polysémie large, donc la métonymie, la métaphore, qui à chaque fois indique des changements, des passages d'un sens à l'autre, avec un écart de plus en plus grand. L'écart le plus grand, vous voyez, c'est l'écart de la métaphore, où on rejoindrait l'exemple de sommet qui est donné là. Vous voyez, vous vous souvenez, le premier exemple que donne Hilpert ici, où on a le plus grand écart, c'est sommet. Et effectivement, on a bien une métaphore entre le sommet de la montagne et le sommet au sens de la réunion au sommet. Donc, la métaphore donnerait peut-être ce qu'il y a de plus éloigné. Ensuite, il y a la métonymie avec Blaireau, par exemple, et puis après, ce que Martin appelle polysémie étroite, polysémie lâche, bon, avec des degrés de polysémie différents selon qu'on a ou pas des sèmes spécifiques identiques. Bref, ce serait trop long d'entrer dans ce détail. Je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, à l'ouvrage, mais je vous le mentionne simplement pour vous dire que ça peut être une des façons de travailler sur les opérateurs de polysémie, d'examiner les degrés par lesquels on peut analyser le continuum polysémique. Hein. Si on veut, et ça, je pense, c'est assez juste dans l'appréhension, si vous voulez, spécifiquement cognitive de la notion de polysémie. Cette idée qu'il y a un continuum. Bon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'on puisse décrire la polysémie sous forme d'un continuum de la polysémie, fondé sur le degré de similarité entre les signifiés. D'accord ? Mais encore faut-il avoir des critères fiables pour le faire, hein, et pour pouvoir dire
quel mot est plus polysémique, enfin, quel degré de polysémie est plus grand que tel autre ou pas, etc. Bon. Restriction de sens, extension de sens, on pourrait d'ailleurs ne pas le mettre dans la polysémie, hein, comme le cas du vague, enfin du sens indéterminé de enfant. On pourrait considérer à la rigueur que enfin à la rigueur, oui, peut-être que la robustesse n'est pas présente et qu'on doit maintenir ce cas en dehors de la polysémie. Alors attendez, je vérifie parce que je vois qu'il y a une intervention dans les... Je me demandais l'auteur du livre. Je pense que c'est vous, Monsieur Mondré, c'est ça? Oui, oui, J'arrive oui, pas à oui, voir. oui, c'est moi l'auteur du livre, hein. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, attendez, où est-ce que... ah, voilà. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'était vous. Ok, d'accord, d'accord. Très bien. Oui, oui, comme c'est tout petit, c'est effectivement un de mes livres, hein, le sens du signifiant. Il est d'ailleurs accessible en ligne gratuitement, hein, si ça vous intéresse. Alors, cette notion de polysémie, pourquoi je défends l'idée que ça pourrait très bien être quelque chose comme un continuum? Eh bien, parce que, souvenez-vous des cours du tout début de l'année, on a vu comme étant une sorte de point de base de la réflexion sur l'analogie, qu'il y a un continuum de la similarité, que la notion même de similarité, c'est quelque chose qui se situe entre deux seuils, entre le seuil de l'identité et le seuil de la différence. Donc, ben, c'est exactement la situation dans laquelle on est avec la polysémie. Si je suis trop à gauche du seuil numéro 1, c'est-à-dire que je suis ici, là, dans cette zone, à gauche du seuil numéro 1, où je n'ai pas encore de disjonction entre mes deux signifiés. Je suis du côté de l'identité entre les signifiés. Alors, ce sera par exemple le cas de enfant, le cas d'un terme qui serait monosémique, le cas peut-être de l'extension de sens ou de la restriction de sens, où je suis trop proche donc de l'identité. Il faut donc qu'il y ait une disjonction minimale, une séparation minimale. Et puis ensuite, il faut évidemment qu'il y ait quand même un lien entre les deux signifiés. Si la similarité devient tellement petite que je passe à droite du seuil numéro 2, je vais au-delà de ce seuil. Au-delà de ce seuil, j'ai la différence, hein. Donc là, j'ai l'homonymie à ce moment-là. Je n'ai plus aucun lien entre mes deux signifiés. Eh bien, ça, c'est une structure générale, si vous voulez. C'est une structure générale. On a deux seuils et donc on a un plan dans lequel peut exister la polysémie, qui est ce plan à l'intérieur du continuum de la similarité. Si j'ai trop peu de similarité ou si j'ai trop peu de similarité ici ou trop de similarité que je suis dans l'identité, je ne peux plus avoir une véritable similarité. Je ne suis plus dans la similarité, mais je suis dans l'identité ou la différence, et donc je ne suis plus dans la polysémie. Donc, tout ça pour dire que la polysémie est dans le fond un problème de similarité, qui concerne la similarité des signifiés pour un seul et même signifiant. Donc, c'est un sujet intéressant, en particulier quand on s'intéresse à l'analogie. Oui, pardon, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, rappelez-vous les tout premiers cours, mais en réalité, je pensais à ceux d'entre vous qui suivent le séminaire. C'est dans le séminaire que j'ai développé cette notion de similarité et d'analogie, et pas... Attendez, là, on a une petite perturbation qui arrive, voilà. Donc, c'est dans le séminaire que j'ai développé cette notion de similarité et cette notion d'analogie, et pas dans le cours de linguistique cognitive, mais j'y reviendrai vers la fin. Si vous regardez le plan, vous voyez que j'ai réservé une petite partie quand même sur l'analogie, où on reparlera de la similarité. Voilà. Alors, dernier point que mentionne Hilpert, c'est l'idée que les significations varient selon les contextes. Et ça, effectivement, hein, la polysémie, elle est parfois, enfin, elle a un rapport avec les emplois, enfin, je veux dire, avec le contexte, hein. On peut repérer des sens différents en fonction du contexte. Par exemple,
ici pour le mot anglais tough. Tough, qui peut signifier difficile ou bien dur, coriace, hein, eh bien, on a des constructions qui peuvent être différentes. Vous voyez, par exemple, si j'ai le sens de difficile, par exemple, the meaning of words is tough to analyze, eh bien, la signification des mots est difficile à analyser. Donc, j'ai une construction attributive, j'ai un infinitif, un tough to analyze, un infinitif précédé de to. Le sujet est inanimé, hein, the meaning of words. Bon, tout ça, ce sont des caractéristiques que je vais avoir dans la construction du mot tough lorsqu'il a le sens de difficile. En revanche, si je prends Tough Guys Never Dance, qui est le titre d'un célèbre roman, hein, Les vrais durs ne dansent pas, dans la traduction française, donc tough ici, c'est, je vous disais, dur, coriace, etc. On a plutôt une construction épithète, hein, Tough Guys. On a un groupe verbal qui suit, et puis le sujet est animé à ce moment-là. Enfin, le sujet, c'est-à-dire le nom auquel, le nom dont l'adjectif tough est épithète. Bien. Alors, ça signifie que, du point de vue de la recherche, on va pouvoir se servir du contexte pour analyser la polysémie. Alors, un exemple. Ah oui, alors d'abord, j'essaie de vérifier ça, oui. Quand on donne ces indications, bien sûr, ce sont seulement des tendances. Parce qu'évidemment, vous voyez, dans le premier cas, il est indiqué dans cette diapositive que on a une construction du type X is tough pour difficile, hein, lorsque tough signifie difficile. Donc une construction attributive, où tough, l'adjectif, a une fonction d'attribut du sujet. Tandis que quand le sens est celui de dur, hein, un dur, un rough, eh bien on aurait une construction plutôt d'adjectif épithète, a tough guy, tough X. Bien. Alors je voudrais préciser que ce sont vraiment des tendances, parce que quand vous regardez dans les dictionnaires, vous voyez, si on prend les deux sens, rough, par exemple, ici, eh bien, on a bien tough neighborhood, tough guy, hein, ça marche bien ici, c'est-à-dire qu'on a des sens adjectivaux, alors que quand on a le sens de difficile, it was tough, it's a tough job, to have a tough time, donc ça marche bien, sauf que ici, vous voyez, on a a pretty tough childhood. Donc ici, on n'a pas la construction qui serait caractéristique de tough au sens de difficile. De même, si vous regardez le dictionnaire donné par DeepL, hein, DeepL, c'est un logiciel de traduction qui est peut-être un des meilleurs sur le marché en ce moment. Je vous le conseille, hein, si vous en avez besoin. Eh bien, vous voyez qu'on a pour le sens de difficile, donc on a bien was tough, hein, donc la construction attributive, ici aussi. En revanche, pour coriace, pour le sens de rough, hein, on a ici une construction attributive également. D'accord? Alors ici, on a bien la construction épithète, a tough problem, mais vous voyez que ça ne marche pas à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que cette répartition-là, de dire qu'on a une construction, par exemple, si je prends uniquement le premier critère de la fonction, on aurait plutôt une fonction attribut lorsque tough signifie difficile, et puis plutôt une construction épithète lorsque tough signifie rough. Eh bien, c'est une simple tendance. Ça n'est pas du tout quelque chose de systématique. Alors, on le voit bien dans un autre exemple que donne également Hilpert, tiré d'un article très souvent cité d'ailleurs de Grease, et que je vous conseille si vous faites une recherche qui utilise des méthodes de corpus. Un très bon article
assez classique sur l'utilisation des corpus pour la sémantique cognitive. Donc, c'est sur les différents sens du verbe anglais run. Et donc, je vous ai donné le lien là, parce que cet article est en ligne, donc vous pouvez le lire si cela vous intéresse. Alors, quand on regarde les différents traits qui caractérisent run, comment on peut décrire run? Bon, bah, on peut le décrire du point de vue morphologique, c'est-à-dire on peut le faire varier en temps, on peut le mettre à l'aspect progressif, actif, passif, etc. Ensuite, run, comme c'est un verbe, eh bien, il a des propriétés syntaxiques, hein, il y a des emplois transitifs, intransitifs, il peut être dans des phrases déclaratives ou interrogatives ou impératives, il peut être en principal ou en subordonné. Il a ensuite des caractéristiques sémantiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sujet qui soit humain ou animé ou non animé. Il peut avoir un objet qui est massif ou comptable, concret ou abstrait, etc. Et puis, on peut regarder aussi quelles sont les propriétés des mots qui sont juste après ou juste avant, hein, les collocates ici, donc à gauche et à droite. Bon, et puis, on peut imaginer d'autres traits caractéristiques. Alors, à partir de ces descriptions, on va prendre un corpus et on va annoter des exemples. Alors, donc par exemple, là, c'est un exemple d'annotation. My friend Bob runs a model agency. Donc, run, ici, ça veut dire manage, c'est-à-dire il gère, il s'occupe, hein, il est le manager d'une agence. Eh bien, on peut donc, pour chaque, si vous voulez, pour chaque emploi, on peut les annoter, hein, en indiquant les caractéristiques. Vous voyez, vous indiquez le sens, hein, vous indiquez le temps, la construction, est-ce qu'on a un sujet humain, pas humain, qu'est-ce qu'on a comme, collocates, donc comme collocatif à gauche et à droite. Voilà. Et puis donc dans l'article en question, il y a eu 800 exemples qui ont été annotés avec ce type d'informations. Et donc, à partir de là, on fabrique un beau tableau Excel et on obtient des résultats, voyez, avec des profils structuraux pour les différentes significations. Donc, si vous prenez pour run deux sens qui sont le sens qu'on vient de voir là de manage, donc s'occuper de, gérer, etc. Et puis le sens de marcher à pied, enfin de courir à pied, de se déplacer à pied, run, hein, courir, comme quand on fait un footing. Eh bien, voyez qu'on a des caractéristiques qui sont sous forme tendancielle. Donc, alors là, il y a 100%, bon, par défaut transitif. Le sujet est souvent une organisation, 55%. On a souvent le temps par participle, 43%. Souvent suivi d'une préposition, bon là c'est assez bas, 34%. Presque jamais transitif, 7%, etc. Le sujet n'est jamais une organisation, etc. etc. Bon. Donc, ça vous donne des profils pour les différents sens et donc vous pouvez, disons, deviner à partir des propriétés syntaxiques ou de différentes propriétés syntaxiques, sémantiques, etc. Vous pouvez deviner à quel sens vous avez affaire, enfin tout au moins établir à quel sens vous avez affaire. Bien, alors, pour conclure sur ce point, je voulais simplement attirer votre attention, d'une part, sur le fait que ces caractérisations contextuelles des différents emplois d'un mot polysémique sont des tendances, et que, cependant, même si elles sont des tendances, elles sont quand même des guides assez fiables pour l'analyse sémantique, et en particulier très utiles lorsqu'on fait de l'analyse sur corpus au moyen d'outils informatiques. Alors maintenant, je voudrais essayer de revenir à la notion générale de polysémie. Tout d'abord, pour vous rappeler, enfin vous rappeler, peut-être pas vous rappeler, mais vous indiquer que contrairement à ce qu'on dit souvent, et à ce qui m'est moi-même arrivé de dire, hein, comme à un certain nombre de mes collègues, le terme de polysémie ne vient pas de Bréal, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais il vient d'un certain Joseph Halévy, hein, qui est vraiment le créateur de ce terme de polysémie,
mais en fait, Bréal, l'essai de sémantique de Bréal a eu tellement d'importance qu'il a un peu éclipsé, disons, ce linguiste, Halévy, qui avait travaillé donc sur l'écriture cunéiforme et donc introduit le terme de polysémie dans un sens un peu particulier, mais enfin, il n'empêche que, comme l'indique cet article très intéressant de Courbon, ça n'est pas Bréal l'inventeur du terme. Bon, il reste malgré tout que Bréal joue malgré tout un rôle extrêmement important pour cette notion de polysémie, hein, comme l'indique ici Nerlich. L'invention du concept de polysémie accompagne la naissance de la sémantique comme champ de réflexion linguistique. Bréal se trouve de fait directement associé à l'une comme à l'autre, de sorte que Nerlich considère son essai de sémantique comme l'acte de déclaration d'indépendance de la sémantique, et il n'est guère étonnant que le concept de polysémie, par sa nouveauté relative, constitue le point focal de son œuvre. Donc, c'est Courbon qui renvoie ici à Nerlich 93. Pardon, donc j'ai dit tout à l'heure que c'était une citation de Nerlich. Non, c'est une citation de Courbon qui lui-même cite Nerlich. Bien, vous avez les références ici. Delsal lui-même dit « l'avènement de la sémantique et le surgissement de la polysémie vont de pair ». Donc, toutes ces citations pour vous indiquer deux choses. D'une part, que la polysémie joue un rôle central en sémantique. Et donc, au fond, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la polysémie joue un rôle important en linguistique cognitive. Parce que vous l'aurez compris, là où, dans le modèle génératif, c'est quand même le champ de la syntaxe, le domaine de la syntaxe qui a la plus grande importance, dans le champ de la sémantique, enfin de la linguistique cognitive, on accorde quand même, dès le départ, une importance de premier plan à la sémantique. Et puisque le concept de polysémie est un concept absolument central, c'est le grand concept de la sémantique, il est naturel, du coup, que le concept de polysémie joue un rôle important en linguistique cognitive. Alors, voyons maintenant donc plus précisément, en prenant comme exemple, hein, parmi d'autres, puisqu'il existe quand même un certain nombre de livres d'introduction à la linguistique cognitive, en anglais en particulier, le terme de polysémie tel qu'il est défini par Evans dans son glossaire de linguistique cognitive. Alors, voici ce qu'il écrit. Je vous donne le texte en anglais, mais voici la traduction en français. Vous retrouverez de toute façon les textes sur le PowerPoint. Donc, la polysémie est le phénomène par lequel une unité linguistique présente de multiples significations distinctes, mais apparentées. Donc, vous voyez jusqu'ici, rien de nouveau, c'est ce que nous avons vu, hein, un mot a une seule unité qui a plusieurs significations, mais des significations apparentées. Traditionnellement, ce terme est limité. Donc, vous voyez, quand on commence une phrase par traditionnellement, il va y avoir un mais, parce que ça voudra dire traditionnellement on faisait comme ça, mais la linguistique cognitive, elle va faire différemment. Donc, traditionnellement, ce terme est limité à l'étude de la signification des mots, signification lexicale, où il est utilisé pour décrire des mots comme, alors pardon, là j'aurais dû mettre des italiques, hein, donc des mots, vous voyez, comme body, là c'est l'exemple du mot corps qui est pris avec l'exemple the human body, etc. Donc le mot corps, qui a des significations distinctes mais liées. Par exemple, donc corps, ça peut signifier le corps humain, ça peut signifier un cadavre, ça peut signifier juste le tronc du corps humain, ou la partie centrale de quelque chose, le corps d'un bâtiment, par exemple. Bon, donc ça, c'est un exemple de polysémie, hein, la polysémie du mot corps, ou body, d'ailleurs en anglais. Et vous voyez que là, les polysémies en anglais et en français se recoupent assez bien. C'est d'ailleurs tout un sujet, hein, du point de vue contrastif, de comparer des polysémies d'une langue à l'autre. Hein. Au fond, souvent, c'est un des points sur lesquels les langues diffèrent le plus. Deux mots peuvent se recouper dans une partie de leur signification, mais souvent, quand on considère l'ensemble de la polysémie, c'est là qu'on perçoit les grandes différences. Bon. La linguistique cognitive affirme
Donc, le point de vue traditionnel, c'est de dire que, en gros, la polysémie, c'est la sémantique lexicale, c'est la polysémie au niveau du lexique. Mais le point de vue de la linguistique cognitive, ce que donc Evans va nous expliquer là, c'est qu'il est plus large. La polysémie joue un rôle plus important, n'est pas limitée à la sémantique lexicale. Donc, la linguistique cognitive affirme que la polysémie ne se limite pas à la signification des mots, mais qu'elle est une caractéristique fondamentale du langage humain. Voilà, on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, hein, que la polysémie, c'est nécessaire dans le langage humain, c'est un principe d'économie cognitive. Hein. Bon, je n'y reviens pas. Selon ce point de vue, les domaines distincts du langage présentent tous une polysémie. C'est-à-dire que veulent dire qu'il y a de la polysémie aussi bien en syntaxe, en morphologie que dans le lexique. La linguistique cognitive. Alors, j'ai traduit la linguistique cognitive, en fait, dans le texte, vous avez cognitive linguists. Mais on ne dit pas en français les linguistes cognitifs ou cognitivistes. Ça ne signifie pas la même chose. Donc, on n'a pas tellement de mots pour caractériser pour traduire cognitive linguists. Donc, je traduis la linguistique cognitive. Enfin, j'adapte. La linguistique cognitive considère donc la polysémie comme une clé de généralisation. Bon, là, ce n'est pas très très bon comme traduction, mais vous voyez, à l'origine, on a Cognitive Linguistics, linguists view polysemy as a key to generalization across a range of distinct phenomena. Donc, une généralise, hein, c'est-à-dire que c'est l'idée que la polysémie doit être généralisée à toutes sortes de phénomènes distincts. Et donc que la polysémie révèle des points communs fondamentaux importants entre l'organisation lexicale, morphologique et syntaxique. C'est-à-dire qu'il y a de la polysémie dans le lexique, dans la morphologie, dans la syntaxe, et donc ça veut dire que ça établit des liens entre les trois. Deuxième citation, que là encore je traduis, la polysémie a été explorée dans les moindres détails dans la branche de la linguistique cognitive connue sous le nom de sémantique lexicale cognitive. Donc, là, on revient à la problématique classique du lexique, mais avec cette fois-ci un angle cognitif. Donc, vous voyez que l'apport original de la linguistique cognitive sur cette question de la polysémie, c'est d'une part d'élargir la notion de polysémie au-delà du lexique, mais aussi, c'est ce que va dire cette deuxième citation, au sein de la sémantique lexicale, il va y avoir une approche particulière. Les chercheurs qui travaillent dans ce domaine partent du principe que la polysémie est un phénomène conceptuel plutôt que purement linguistique. Donc ça, vous voyez, c'est un principe extrêmement général qu'on retrouve partout dans la linguistique cognitive. Hein. C'est un phénomène conceptuel, pas linguistique, pas purement linguistique. C'est-à-dire que les structures de la polysémie linguistique, j'ai oublié là, reflètent et donc révèlent des différences systématiques dans la façon dont les unités linguistiques sont organisées et structurées dans l'esprit. Donc là, comme toujours hein, en linguistique cognitive, on observe la langue qui est le reflet de processus cognitifs plus généraux. Pour cette raison, l'étude de la polysémie a été d'un intérêt particulier pour la sémantique lexicale en linguistique cognitive et a donné lieu à une vaste littérature d'études détaillées sur les unités linguistiques de différentes sortes, y compris la plus célèbre de toutes les études, enfin la plus célèbre de toutes, sur la préposition over en anglais. Et en effet, il y a un article très célèbre au départ de Lakoff sur over, au-dessus de, dont je vais vous dire un tout petit mot. Là. Alors, simplement, avant de passer à l'exemple de over, je vous indique quand même quel est le traitement alternatif. Vous voyez, en grammaire générative, on n'a pas besoin de la polysémie. On traite la polysémie comme si c'était des homonymes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une différence sémantique, même s'il y a une ressemblance, eh ben, on s'arrête sur la différence. Et on va avoir un traitement complètement homonymique du lexique, autant d'entrées que d'items identiques qui ont des propriétés syntaxiques ou sémantiques différentes. Bon. Donc, c'est un point de vue radicalement... Vous voyez, on a une linguistique de la similarité et une linguistique de la différence. En fait. Alors, voici donc comment classiquement est présenté over, à partir depuis l'article de Lakoff, mais là, ce n'est pas Lakoff, ce sont des successeurs qui ont repris cette approche. Alors, vous voyez que over, le sens de over peut être schématisé de la façon suivante. Hein, et il y a beaucoup de schémas en linguistique cognitive qui visualisent un petit peu les choses et qui sont des schémas liés au fait que
enfin, ce sont des schémas parce que il y a cette idée qu'on passe beaucoup par l'espace pour la conceptualisation. Bien, alors, vous voyez qu'on parle de TR et de LM, donc c'est TR c'est le trajector et LM c'est landmark. Bon, alors trajecteur et repère, ce sont des traductions littérales, mais l'idée c'est que le trajecteur ce serait l'entité saillante primaire et le repère l'entité saillante secondaire. Donc ce schéma vise à indiquer le fait que dans son sens prototypique, over signifie que quelque chose qui est représenté ici par le point, qui est donc le trajecteur, quelque chose est au-dessus d'autre chose, pas trop au-dessus, c'est-à-dire il y a un pointillé ici qui donne, c'est au-dessus dans une distance proximale, donc relativement proche, parce que pour qu'on puisse dire que c'est au-dessus de quelque chose, il ne faut pas que ce soit trop haut, et donc, à partir de ce schéma de base, à partir de cette visualisation qui correspond donc à la conceptualisation prototypique véhiculée par Over, on va avoir une schématisation donc, qui va dériver toutes sortes d'autres sens variés, hein, à partir de ce sens de base. Donc, ici, vous voyez qu'on a donc, toutes sortes comment dire, de sens possibles à partir du sens de base qu'on peut illustrer de la façon suivante, hein, que j'ai repris ici, encore une fois, à Evans et Tyler. Donc, vous voyez, donc en 1, c'est la protoscène, donc ce qui a été, ce qui est visualisé ici, hein, la scène de base. Et puis, à partir de là, on a toutes sortes de trajectoires, enfin bon, peu importe le détail, hein, je peux vous le donner en français également. L'idée qu'on puisse dire au-dessus de le chat sauter par-dessus le mur, hein, de jump over the wall, ou bien dire que Sally a l'idée de transfert, hein, qui est quand même assez différente. Sally a remis les clés du bureau au concierge. Sally turned the keys to the office over the janitor. Donc, voilà. Il y a donc une description de la polysémie à partir de ce sens de base qui est nommé ici la protocène. C'est cela, la particularité de la description de la polysémie par la linguistique cognitive. Alors, je vous renvoie, si vous voulez plus de détails sur ce point, à un très bon article de Lionel Dufay, Over ou un traitement comparé de la polysémie en énonciation et en cognition, un texte récent, hein, de 2014, accessible gratuitement à partir de ce lien. Alors, je vais donc arrêter là sur la polysémie. Et donc, la prochaine fois, nous allons aborder la question de la métaphore, hein, et en particulier de la métaphore conceptuelle. Et donc, on travaillera sur ce livre, hein, Metaphors We Live By, qui a été traduit en français. Si vous en avez le temps, oui, alors il y a un autre livre, mais je vous en reparlerai, de Lakoff et Turner. Si vous en avez le temps, je vous invite, mais je le ferai en début de séance parce que je commence souvent ce cours de cette façon-là. Je vous invite à regarder, si vous avez le temps, cette vidéo de Lakoff dans laquelle il explique comment il a introduit cette notion de comment il est arrivé à cette notion de métaphore conceptuelle, comment l'intuition de la notion de métaphore conceptuelle lui est venue. Donc, si vous avez le temps de la regarder, c'est très bien. Sinon, de toute façon, je vous la montrerai en début de cours la semaine prochaine. Et puis, je la commenterai. Ce sera notre point de départ pour le prochain cours. Alors, avant qu'on se sépare, je vais tout de même vous demander si vous avez des questions. Non, bah écoutez, vous pourrez
me les poser la semaine prochaine, si vous le souhaitez. Hein. Je vous laisserai un petit temps, si nécessaire, pour que vous puissiez poser les questions au début du cours prochain. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie de votre attention. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.